Un son, un souffle, un photon. Rien ne nous échappe. Les sens sont en perpétuel éveil. Ils ont une capacité incroyable, récoltant un flux infiniment grand de données. Ils scannent l'environnement en permanence. Mais nous ne sommes pas au maximum de nos capacités. Nos sens sont même assez limités, basiques, ordinaires. Nous les contrôlons à peine. Pourtant, leurs pouvoirs sont presque à notre portée. La science ouvre aujourd'hui un nouveau monde de capacités sensorielles. Développer nos sens au-delà de ce que nous a fait entrevoir la science-fiction. Accroître la perception. Multiplier les capacités. Rendre supportable ce qui ne l'est pas. Retrouver des sens perdus. Ça n'arrivera plus jamais. Sentir, aussi naturel que respirer. 16 fois par minute, l'air inspiré passe par le nez et remplit les poumons. Des milliards de molécules parcourent le conduit nasal, siège de l'odorat. Même en fermant les yeux, nous sentons à peine les odeurs qui nous entourent, car la plupart du temps, nous y prêtons à peine attention. L'odorat est un sens méconnu. Le sens de l'olfaction est bien plus développé que nous l'imaginons. Dans notre code génétique, 400 gènes codent les récepteurs de notre odorat. Par comparaison, seuls 4 gènes codent les récepteurs de la lumière qui nous permettent de voir des millions de couleurs. Si chacun de ces récepteurs ne pouvait sentir qu'une seule molécule odorante, on ne pourrait sentir que 400 odeurs. Or, notre expérience quotidienne nous dit qu'on en sent beaucoup plus. Parce qu'en fait, la reconnaissance entre les récepteurs et les molécules odorantes est l'objet d'une logique combinatoire qui fait qu'on génère comme ça quasiment une infinité, et en tout cas plusieurs milliards de combinaisons possibles. On pourrait sentir potentiellement plus de 1000 milliards d'odeurs différentes. L'odorat humain est capable de reconnaître une infinité de parfums. Cet immense pouvoir, nous ne l'utilisons qu'au minimum de ses possibilités. Et pourtant, le nez est capable de faire d'incroyables prouesses. Grâce à la recherche, ce sens mystérieux, primitif et animal commence à révéler ses mystères, ses capacités, son pouvoir. Il ouvre des possibilités insoupçonnées. L'odorat est capable d'améliorer la médecine, de nous aider à apprendre, de nous prévenir des maladies. Ce pouvoir incroyable est entre nos mains. Il ne reste qu'à le découvrir. Joy Milne habite en Écosse. Bien plus que nous, elle sent la moindre fragrance. Une capacité naturelle hors du commun lui permet de détecter les maladies avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Ce super pouvoir fascine la science, même si cette dernière n'explique toujours pas pourquoi l'odorat de Joy est aussi puissant. Je sens des choses que les autres ne sentent pas. Une odeur n'est pas statique, elle flotte dans l'air. Je sens le mouvement des odeurs et je peux suivre leur piste jusqu'à leur disparition. Le nez de Joy est tellement précis, tellement sensible, qu'il a détecté la maladie de Parkinson de son mari 10 ans avant les médecins. Joy avait 17 ans lorsqu'elle a vu Les pour la première fois. C'est ici que nous nous sommes rencontrés, chez l'équipe de natation. Les est au milieu.
À l'université, Les préparait sa carrière de médecin pendant que Joy faisait des études d'infirmière. Il avait une odeur de mâle très douce. Il ne portait pas de déodorant. Non, rien que tout ça. Il sentait naturellement bon. Et puis, son odeur a changé. Ce changement d'odeur, Joy ne savait pas encore qu'il était dû à la maladie de Parkinson qui progressait lentement dans le corps de son mari. Pendant 10 ans, elle va ronger petit à petit le système nerveux de Les et les signes vont apparaître. Au fur et à mesure de la progression de la maladie, l'odeur est devenue plus forte. Elle était partout, sur ses vêtements, dans notre lit. Nous sommes allés à un meeting de personnes malades. J'offrais le thé, je donnais des biscuits, et évidemment, je reniflais tout le monde. Lorsque nous sommes partis, j'ai dit à mon mari, « Les autres malades dans cette pièce sentent comme toi. » Il m'a regardé, il m'a dit, « Mais de quoi tu parles? » Et je lui ai dit, « La maladie de Parkinson sent. Ce n'est pas seulement toi, mais tous ces gens. » Les dernières nuits avant de mourir ont été terribles. Il était très malade. Il m'a dit, « Promets-moi que tu feras quelque chose de ce que tu as appris. » Après la mort de Les, Joy Milne décide de se mettre au service de la science. Pour tenir la promesse faite à son mari, elle se rend à Édimbourg à un colloque de chercheurs qui travaillent sur la maladie de Parkinson. Il y a 3-4 ans, j'ai donné une conférence en rapport avec la maladie de Parkinson et sur ma recherche autour des cellules souches. À la fin de mon intervention, j'ai répondu à plusieurs questions. L'une d'entre elles venait de Joy Milne. La question était « Est-ce que les malades de Parkinson ont une odeur différente des personnes non atteintes ?» C'est cette question qui a tout déclenché. La question de Joy a aiguisé la curiosité du docteur Kunat. Avec son équipe, il décide de tester l'odorat de Joy. Joy doit sentir des t-shirts et tenter de trouver ceux qui ont été portés par des malades de Parkinson. Elle ne sait évidemment pas combien de personnes atteintes ont porté ces vêtements. Et pour corser l'expérience, le docteur Kunat a coupé en deux tous les t-shirts. Joy a été très forte pour identifier avec précision les deux parties du même t-shirt, même si la partie droite et gauche étaient présentées à des moments différents. Elle a bien reconnu les 6 malades de Parkinson, mais en plus, elle en a détecté un 7e. Nous avons donc pensé qu'elle s'était trompée sur une personne. Et pourtant, Joy a raison. Quelques mois plus tard, le propriétaire du t-shirt développe la maladie. Joy nous montrait que cette personne était à un stade précoce de la maladie grâce à l'odeur sur son t-shirt. Mais ni le malade, ni moi, ni personne d'autre que Joy n'en était conscient. Là, évidemment, ça a tout changé. Et nous avons été convaincus que ce que nous disait Joy était vrai. Une odeur, pour moi, se décompose en de multiples couches. À mesure que l'odeur la plus forte diminue, une odeur différente apparaît, jusqu'à la dernière, la plus faible. Je sens tout un millefeuille de senteurs. Cette expérience a définitivement convaincu la science que la maladie de Parkinson générait des molécules olfactives. À Manchester, le professeur Perdita Baran analyse alors ces échantillons pour trouver quelles sont les molécules responsables de l'odeur de Parkinson. Une voie nouvelle et originale que jamais la recherche n'aurait explorée sans le nez de Joy et la promesse faite à son mari. Pour découvrir ces molécules, le professeur Baran fait venir Joy à Manchester. Grâce à son nez, elle va aider la scientifique à définir très précisément les composants de l'odeur de Parkinson.
Sa capacité à distinguer les odeurs, mais surtout la volonté de faire quelque chose, c'est ça qui est important. Cette conviction qu'il doit y avoir une explication scientifique et que cette recherche pouvait être utile, c'est ce qui définit le caractère de Joy. Pendant des mois, Joy fait des allers-retours au laboratoire du professeur Baran, car il n'est pas seulement question de découvrir les molécules de l'odeur de Parkinson. L'odeur arrive bien avant les symptômes musculaires. Donc, nous cherchons à fabriquer un test de diagnostic précoce. Nous voulons avoir une réponse définitive, si oui ou non une personne va développer la maladie, avant que les signes musculaires apparaissent. Nous voulons aussi un test pour contrôler le traitement d'un malade. Car ce que Joy nous a appris, c'est que si le malade reçoit les bons médicaments, l'odeur diminue. Il y a un espoir que cette recherche permette de ralentir les effets de la maladie et même de la stopper. Voilà pourquoi je l'ai fait, car je ne veux pas que les familles de malades vivent ce que j'ai traversé. Vraiment pas. Ce formidable espoir, Joy Milne y croit, et elle n'est pas la seule. Si elle possède le don de reconnaître la maladie de Parkinson, des chercheurs dans un autre pays, eux, veulent sentir toutes les maladies. Au Technion, l'Institut israélien de technologie, des scientifiques s'inspirent des facultés exceptionnelles de l'odorat pour fabriquer un nez électronique capable de vérifier la bonne santé et détecter une infection avant même que des signes visibles n'apparaissent. Nanos est un appareil qui analyse le contenu de l'haleine d'une façon non invasive et à un coût très abordable pour détecter des maladies. Le professeur Haïk et son équipe ont mis au point un système basé sur des capteurs équipés de nanoparticules. Le signal numérique est ensuite traité par l'intelligence artificielle. Quand une maladie se développe, elle rejette dans le corps des éléments organiques volatiles. Ces éléments se retrouvent dans le sang. Elles remontent dans les poumons et sont échangées avec l'air ambiant dans les alvéoles pulmonaires et on les retrouve dans la laine. Ces composés volatiles sont détectés par les puces électroniques contenant les nanoparticules que nous avons fabriquées pour le Nanos. Nous allons tester votre haleine. Cet appareil permet de détecter 17 types de maladies, des cancers, mais aussi des inflammations ou des infections. Vous pouvez voir ici le profil de votre expiration. Excellent. Dans les résultats de Hossam Haïk, il avait un taux de succès du diagnostic olfactif de 86% quand même. C'est déjà très élevé. Ça veut dire qu'on peut faire une très grande confiance à ces diagnostics. Ça permet déjà largement de déblayer le terrain sur quelle maladie on va diagnostiquer et après d'affiner éventuellement avec d'autres tests plus précis. Cependant, l'intérêt aussi du diagnostic olfactif, c'est qu'il peut être fait à la maison. C'est des appareils qui sont portables. Il peut être donc envoyé par télémédecine à son médecin. Puis ça permet aussi la prévention, donc de détecter à l'avance d'éventuels troubles et aussi le suivi des malades. Donc pour tous ces avantages, je pense que c'est vraiment le diagnostic médical d'avenir. Dans un futur proche, ces machines s'intégreront dans les téléphones portables ou les montres connectées et permettront de vérifier l'état de santé en détectant des odeurs. Mais l'odorat recèle bien d'autres pouvoirs. Pour détecter les odeurs, des neurones qui se trouvent dans les narines reconnaissent les molécules. Ces cellules transmettent ensuite l'information au cortex olfactif situé à la base du crâne, juste à côté de la zone du cerveau des émotions. Par rapport aux autres sens, l'odorat a cette particularité de stimuler directement dans notre cerveau deux zones importantes. Une qui s'appelle l'amygdale, pas l'amygdale de la gorge, mais un noyau nerveux en forme d'amande, et une deuxième qui est l'hippocampe. Ces deux zones du cerveau sont respectivement pour l'amygdale le carrefour des émotions
et pour l'hippocampe, le chef d'orchestre de la mémoire. Et ces deux systèmes sont stimulés de façon non consciente par les odeurs. Si bien qu'en fait, ce mystérieux pouvoir des odeurs, en quelque sorte, tient à cette anatomie du système olfactif qui fait qu'il réveille d'abord les émotions, les souvenirs, avant même qu'on ait conscience d'avoir senti quelque chose. C'est l'effet Madeleine de Proust. Un parfum tisse un lien entre une émotion et un souvenir. L'étendue de ce pouvoir se révèle aujourd'hui jusqu'à l'intérieur des prisons. Les autorités pénitentiaires emploient cette étonnante capacité de l'odorat pour tenter de sortir les détenus de l'engrenage de la violence et de l'incarcération. Ce formidable pouvoir d'évocation, Violaine de Carné l'utilise pour libérer la parole des détenus. Lors d'ateliers olfactifs et grâce à des parfums, ils redécouvrent en eux des souvenirs et les partagent. Un fabuleux moyen d'élargir leur horizon au-delà du mur de l'enceinte et de l'odeur de renfermés de leurs cellules. Pendant ces ateliers, Violaine fait sentir la savane africaine, les forêts humides en automne, le sable mouillé de l'océan. Merci, surveillant. Quand j'arrive avec les odeurs, là j'ouvre, j'ouvre d'ailleurs la boîte de Pandore, la malle au trésor, et là, elle se retrouve projetée à l'extérieur. À partir de maintenant, silence. Vous notez juste agréable ou désagréable sur votre feuille. Quelques adjectifs qui vous viennent tout de suite sur cette odeur. Et puis, hop, quelle émotion ça provoque en vous? Et est-ce qu'il y a un souvenir qui apparaît? Il y a un premier effet qui est j'aime, j'aime pas. Et puis finalement, on commence à rentrer dans l'odeur. Et puis finalement, on commence à faire un petit chemin avec l'odeur. Et finalement, quelque chose s'ouvre en soi. Comme on a finalement court-circuité les contrôles conscients du cerveau grâce au réveil des émotions, des mémoires, eh bien, d'un seul coup, les gens ne sont plus dans la défense ou dans la dureté des rapports entre eux. Ils vont se retrouver dans ce milieu émotionnel et mémoriel qui va les aider à retrouver un contact avec les autres et aussi, surtout, avec eux-mêmes. Alors, on y va? Sympatoche. Sympatoche. Intense. Intense. Gourmande. Gourmande. Parfumée. Parfumée. La douceur aussi, douceur. Douceur. Ok, une odeur douce. On est chacun une bibliothèque d'odeurs. Et quand on ouvre avec une odeur, voilà, quel pan de votre histoire se raconte? Alors moi, je dirais que c'est plutôt une odeur de parfum d'homme, bien vêtu et bien dans sa tête. Ça me rappelle, moi, avant la détention, il y a quelques années. Non, pour moi, c'est un parfum de femme. Donc alors, une femme, quelle femme? Sage-femme, le jour de ma naissance. La sage-femme le jour de votre naissance. Alors, moi, j'ai une question. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de toi, tu te rappelles de la sage-femme? À un moment donné, soit c'est moi qui deviens fou, ou soit je sais pas ce qui se passe là. Attends. Est-ce que c'est son cerveau qui l'a recréé et qui l'imagine? Est-ce que c'est réel? Moi, ça m'est égal. Il semble que la mémoire olfactive soit peut-être la mémoire sensorielle la plus durable. C'est-à-dire que, par exemple, l'odeur de sa mère, on ne l'oublie jamais. Donc en fait, il y a vraiment une espèce d'imprégnation des mémoires olfactives qui est étonnante, mais qui est très très durable. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle un peu l'aéroport. Ça me rappelle le 8e, enfin les Champs-Élysées, les magasins, les voyages. Ça me rappelle des bons souvenirs. Je savais pas que le nez pouvait faire voyager autant. Il y a une émotion folle. Et c'est pour ça que les odeurs m'intéressent de toute façon. C'est pour leur pouvoir émotionnel. Je crois qu'il y a une nostalgie de l'enfance, mais vraiment au bon sens du terme, une nostalgie de ces émotions pures. Ouais, c'est pas non plus la liberté, on est d'accord, mais bon, c'est comme c'est une fenêtre, quoi. Ce parfum, c'est un peu une évasion pour moi. Avec les odeurs, les détenus partagent leurs souvenirs. Une fenêtre s'ouvre dans leur quotidien d'isolement. Les odeurs stimulent les échanges. Elles augmentent le désir de communiquer les sensations. Autour d'un parfum, le nez invite à partager des histoires et nous rapproche les uns des autres. Un pouvoir d'évocation si puissant que des médecins y ont décelé une utilisation encore plus inattendue. Le nez aide aussi à combattre la maladie.
Marie-Annick Lallemand est médecin anesthésiste à l'hôpital de Port-Royal dans le service d'urologie du professeur Perromort. Avec l'aide d'odeurs simples et connues, comme le parfum de la pêche et de l'abricot, elle supprime les douleurs avant, pendant et surtout après une lourde opération, sans utiliser de morphine, supprimant ainsi les effets secondaires de cette drogue. Les odeurs ont le pouvoir de nous procurer des émotions positives instantanément. Elles nous transportent automatiquement dans un autre lieu et un autre temps. Et donc, grâce à la respiration de ces odeurs agréables, la personne peut se retrouver à l'intérieur d'elle-même et avoir des images positives de relaxation, et souvent en rapport avec le rêve ou avec l'enfance. Ce patient va subir une lourde opération sous cœlioscopie. Le chirurgien va lui retirer sa prostate qui le fait souffrir. Pour endormir le patient, le docteur Lallemand va utiliser cette technique révolutionnaire sans morphine, contrairement à une anesthésie générale classique. Grâce à un parfum, elle va le plonger dans un état dissociatif, c'est-à-dire une forme d'hypnose. Alors l'état dissociatif, c'est un état mental particulier que l'on obtient en se focalisant sur une sensation forte et ça crée une sorte d'indifférence à l'environnement. Alors vous avez choisi où est-ce que vous allez pouvoir aller faire une petite sieste? À la mer, à la montagne? Où est-ce que vous aimeriez aller? Mais là, par exemple, je reviens d'un voyage en Égypte. Alors là, c'était différent. C'était très différent. Surtout l'hiver. Ah oui, la chaleur est... Vous sentez là? Ça y est, c'est la chaleur d'Égypte qui arrive. Absolument. Au moment où j'arrive dans la salle d'opération, je lui propose de respirer dans un masque à oxygène, tranquillement, et ensuite de détecter une odeur particulière qui a été ajoutée, en fait, dans le circuit de ventilation. Je lui demande de la caractériser, soit de me dire le nom, ce qui est difficile, ou une couleur, ou un lieu. Est-ce que vous connaissez cette odeur? Est-ce que ça vous rappelle peut-être un lieu? Le nord de la France ou plutôt le sud? Plutôt le sud. Plutôt le sud, voilà, c'est ça. Peut-être un endroit où il fait chaud? Oui. Voilà. Il y a une séquence à respecter, il faut s'entraîner pour ça. Il faut réussir après à suivre le patient pour sentir à quel moment il est capable de se détendre, à quel moment il va rentrer en dissociation. Vous avez peut-être déjà les pieds un petit peu dans l'eau, vous voyez des poissons, des dauphins qui vous attendent. Voilà, très bien. Et vous continuez à bien respirer. Et tout à l'heure, en salle de réveil, vous me raconterez ce que vous avez fait et je vous dirai quelle est cette odeur. On a pu voir qu'il a fermé donc les yeux. Il y a un moment, il s'est mis à parler spontanément et qu'il a dégluti. Ce sont des signes de dissociation. Le docteur Lallemand contrôle pendant toute l'opération l'endormissement du patient. Avec cette anesthésie générale sans morphine, sa conscience n'est pas totalement en sommeil. Les chiffres sur l'écran indiquent l'activité de son cerveau. Grâce à cette odeur, le patient rêve. Les patients sont globalement très contents. Ça permet pour eux de transformer une expérience assez stressante en une expérience plutôt positive. Et j'ai même des patients qui m'ont dit « mais c'était super, vraiment c'était super ». Donc vraiment, il y a clairement un avantage, y compris sur le plan médical, puisqu'on s'aperçoit quand même qu'ils ont moins besoin de morphinique, qu'ils ont moins besoin de calmants. Quand le patient est en salle de réveil, il est arrivé que certaines personnes m'attendent pour me raconter leur expérience. Leur randonnée en montagne ou leur repas sur la plage aux Seychelles. Et je leur remets cette odeur sur le poignet et je leur conseille de réutiliser l'olfaction, donc cette senteur, si pendant l'hospitalisation, ils ressentent un inconfort, pour pouvoir retrouver justement cette sensation agréable qui s'est ancrée en eux et qui s'est associée à l'odeur. Ça s'appelle un ancrage olfactif. Le patient reste à l'hôpital pour que les médecins surveillent son état et sa convalescence.
Parfaitement remis de son anesthésie générale, à aucun moment il ne va utiliser de morphine. Oui, entrez. Donc on a fait une anesthésie dans laquelle on ne vous a mis aucun produit avec de la morphine. D'accord. Et là, de même en post-opératoire, alors que vous avez eu une intervention assez lourde quand même. Je me sens très très bien. Je n'ai pas le droit de me lever encore. Je crois que j'irai dans le fauteuil cet après-midi. Mais vraiment, je n'ai aucune douleur. Zéro douleur, absolument pas de douleur. Est-ce que vous avez réessayé l'odeur que je vous ai mise sur le poignet? Je n'ai pas réessayé. Alors, hier, je me souviens de cette odeur. C'était nettement fruité. Oui. Mais je n'arrivais pas à discerner les fruits. C'est difficile de donner un nom à l'odeur. Absolument. L'idée, c'est que ce soit agréable. J'ai senti l'odeur de fruits, c'était agréable, ça c'est vrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Puis la prochaine fois que vous sentirez l'abricot et la pêche, je pense que vous penserez à nous. Soyez-en certains. Avec un simple parfum de pêche et d'abricot, l'odorat peut faire oublier la douleur. Ce pouvoir d'évocation et de suggestion nous transporte vers un ailleurs. L'odeur des crêpes nous rappelle notre grand-mère, celle de la salle de gym, les vestiaires de l'équipe de basket du lycée. Une sucette à la pomme, celle du goût du premier baiser. Tous ces moments de vie sont inscrits dans la mémoire et le nez permet de les convoquer. Une incroyable propriété que les médecins développent de plus en plus dans les hôpitaux pour aider à nous soigner. Mais que se passe-t-il si cette capacité ne fonctionne plus? Que se passe-t-il lorsque l'on devient anosmique? L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. C'est arrivé à la suite d'un trauma crânien, une chute en arrière sur le sol, la tête a porté très très fort, j'ai eu un très très violent coup. Et de là, j'ai perdu mon odorat du jour au lendemain. Ce quotidien sans odeur, Bernard Peyroux le vit depuis plus de 13 ans. Cet ancien marin au long cours, habitué à relever les chaluts, ne sent plus aucun parfum. L'écume de la mer, les brumes de la marée, le vent dans ses narines ne lui font revivre aucun souvenir. L'image que j'en ai, c'est une explosion atomique dans mon cerveau, quelque chose qui pète et qui va tout détruire sur 360 degrés, c'est-à-dire toute ma vie, tout ce que j'ai pu construire, tout ce qui faisait que j'étais quelqu'un. C'est un petit peu comme si je portais un masque de plongée avec cette sensation qu'on est coupé des odeurs et qu'on n'a plus que la vue. Je marche avec les gens, je discute avec les gens et pourtant, je n'ai pas toujours la sensation d'être avec eux. Comme tous les anosmiques, Bernard Peyroux ne ressent plus la saveur des aliments. Goût et odorat sont intimement liés pour former une sensation riche et complète. Ce qu'on appelle le goût des aliments, finalement, c'est essentiellement de l'odorat. Parce que essayer de manger en vous pinçant le nez, éventuellement les yeux bandés, vous ne savez pas ce que vous mangez. Par contre, dès que vous ouvrez le nez, à ce moment-là, les produits odorants qui ont été libérés dans la bouche par la mastication vont remonter par l'arrière-gorge vers le nez et vous allez sentir l'odeur de ce que vous mangez. Et là, vous dites « Ah, ça a du goût ». Mais en fait, c'est pas du goût, c'est de l'odorat. Je dirais que l'essentiel de la sensation qu'on appelle goût est en fait dû à l'odorat. Comment retrouver le plaisir? Comment retrouver le goût de s'alimenter? Tous les jours, à chaque repas, Bernard s'exerce à développer ses sensations gustatives. Il a inventé une nouvelle façon de savourer les aliments. Pour améliorer un petit peu toutes ces sensations gustatives que sont la mer, le salé, le sucré, la première étape, ça a été de me rendre compte que les sucreries n'avaient pas les mêmes degrés de sucre. Sucre blanc, sucre brun et miel, par exemple, ce sont des sucres différents. On est à même de pouvoir le percevoir. Donc c'était là une façon d'enrichir la palette au niveau gustatif. Car aujourd'hui encore, et malgré la recherche, la médecine est incapable de réparer un odorat cassé. Avec sa méthode, en 3 ans, Bernard va de nouveau au restaurant pour y retrouver le goût des belles choses et ressentir à nouveau du plaisir. Alors là, j'ai commandé un filet de canette. Je pense que je vais être copain parce que j'aime bien le magret de canard.
et que le canard, ça me laisse en bouche quelque chose de plus fort que n'importe quelle autre volaille. Si je veux arriver à savoir ce que c'est comme purée, il ne faut pas que je le mélange avec le goût du canard. Ça, c'est neutre. Je vais goûter avec ça. Je dirais des fruits rouges, mais voilà, je ne sais pas trop lesquels. Il y a une petite pointe d'acidité, il y a la couleur de la sauce. Quand on se concentre sur la sensation en bouche, qu'on a amélioré avec un nouvel apprentissage, eh bien on va aussi favoriser le rappel des mémoires des mets qu'on avait l'habitude de consommer. Et dans ce cas-là, on va tenter de reconstituer une image finalement complète du goût de l'aliment. C'est redevenu un plaisir aussi, c'est-à-dire que il y a la découverte, il y a l'instant convivial, il y a le fait de pouvoir commenter. C'est d'être redevenu copain avec mon assiette, qui importe. Si perdre son odorat coupe du monde extérieur et diminue la capacité à profiter des saveurs de l'environnement, il est possible d'améliorer la sensibilité des papilles gustatives et de retrouver le goût du plaisir. Le goût est susceptible d'évoluer, de se développer, d'être augmenté. Comme Bernard l'a expérimenté, l'apprentissage est la clé de la réussite. Et tout commence au tout début de la vie. Grâce aux odeurs, les tout jeunes enfants découvrent, apprennent, échangent et communiquent. Ils appréhendent leur environnement en douceur. Avec leur nez, ils se sentent en sécurité. Comment se met en place le pouvoir du sens de l'olfaction? L'odorat commence à fonctionner dès la vie intra-utérine. Donc, quand on naît, on a déjà une expérience olfactive. Et en particulier, on a dans la tête le souvenir qu'on n'oubliera peut-être jamais de l'odeur de sa mère. Et on a éventuellement aussi l'odeur de certaines choses qu'elle a pu manger. Au moment de la naissance, sentir à nouveau l'odeur de sa mère va être complètement rassurant pour le bébé, puisqu'il l'a appris dans des conditions de confort extrêmes à l'intérieur du ventre. Et puis quand il se retrouve à l'air ou dans des conditions complètement inconnues, il va avoir ce point de repère, ce point de focalisation qui va le rassurer, qui va lui dire que c'est par là qu'est le bien-être. Et il va trouver de lui-même le sein, par exemple, pour téter. Parce que là, il y a un renforcement encore plus de l'odeur de la mère, avec ces glandes de Montgomery en particulier qui sont autour de l'aréole et qui vont l'attirer puissamment pour téter. Ce côté rassurant est très important pour les apprentissages premiers. Quand ils ont été privés justement de cette sécurité au moment de la naissance, ils développent des traumatismes plus tard. Ça sent bon? Ça sent bon, oui. On va faire mieux. Arrête, tu me dis si tu aimes ça. En plus de leur apporter de la confiance en soi et les aider à apprendre, l'odorat et le goût de ces enfants contribuent à la construction de leur identité en les aidant à définir une opinion de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas. Ça s'appelle la mangue. Ouais. Oh, j'ai passé. Alors, dans le robot crie. Tout le monde crie. Dès notre conception, l'odorat est essentiel à notre vie. Il nous sécurise, nous permet de vivre en société. Il favorise nos apprentissages, aide à notre bien-être et nous rattache à notre histoire. Comment pourrait-on vivre dans un monde sans odeur? Permettre à l'humanité de s'extraire de son berceau pour étendre son territoire de vie à travers l'espace et créer de nouvelles colonies, c'est ce que plusieurs équipes de scientifiques expérimentent aujourd'hui. Objectif Mars. Voilà l'ambition de leur projet. Comment les futurs pionniers pourront vivre sur cette planète rouge pauvre en sensations olfactives? Cyprien Verseux a expérimenté ce manque.
Dans ce projet de vivre sur la planète rouge, cet astrobiologiste français a vécu avec ses coéquipiers de la NASA sur les pentes d'un volcan à Hawaï. L'expérience A64 s'est déroulée sur le volcan Mauna Loa, à Hawaï, qui est le plus gros volcan de la planète. Et c'est dans un paysage qui ressemble beaucoup à Mars. C'est-à-dire des énormes volcans, de la roche rouge volcanique à perte de vue. Et là-dedans, il y avait un dôme blanc qui faisait 11 mètres de diamètre, dans lequel on est resté pendant 1 an. Sous cette coupole hermétiquement fermée, l'équipage de la mission I-64 interroge ses limites. On n'était jamais à l'air libre au soleil, on sortait qu'avec des combinaisons, donc pendant 1 an, on n'a pas senti d'air frais ou le soleil directement sur notre peau. Je me souviens de l'odeur de la nourriture qu'on réhydratait. Je me souviens de l'odeur des toilettes quand on devait les vidanger. Quand on faisait des sorties aussi, on avait l'odeur de la combinaison, qui était un peu une odeur rance, un mélange de plastique et peut-être de transpiration. Dans les tunnels de lave aussi, on avait de l'air qui nous parvenait dans le casque, qui venait de l'extérieur. On sentait un peu cette odeur humide. Quand on retournait à l'intérieur du dôme, on se rendait compte que le dôme avait une odeur. Pendant quelques minutes, on pouvait la sentir, mais après, puisqu'elle ne changeait pas et que notre cerveau a tendance à filtrer les stimuli qui sont constants, l'odeur disparaissait. Pendant 1 année entière, Cyprien a tenu enfermé dans la coupole. Malgré l'absence de plaisir gustatif et olfactif, il n'a pas craqué. Il y a beaucoup de sensations que j'ai apprécié de retrouver à la sortie. L'air frais, le soleil, pouvoir voir au loin sans morceaux de plastique devant mes yeux, manger de la nourriture fraîche, des fruits notamment. Et il y a aussi des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Quand je suis sorti de l'aéroport, je me souviens que je suis passé sur un carré de pelouse et d'un coup j'ai senti l'odeur de l'herbe. Et j'ai été surpris par justement la force de cette odeur, parce que ça faisait presque 1 an que je n'avais pas senti un seul végétal, que je n'avais pas senti la terre. Plus on s'éloigne de la terre, plus on aura envie d'amener avec nous des choses de chez nous, des choses qui nous rappellent la terre. Et là-dedans, il y aura peut-être des odeurs. Il y aura peut-être l'odeur de la mer, l'odeur de la forêt après la pluie, parce que c'est ça aussi qui nous aidera à nous sentir chez nous, alors qu'on est à des millions de kilomètres de la terre. Dans quelques années, Cyprien aura peut-être le privilège de sentir pour de vrai l'odeur de la planète rouge. Et si c'était déjà possible? Et s'il existait un moyen de plonger dès maintenant dans le quotidien de ces héros de demain? En imaginant très sérieusement l'odeur de Mars, 2 jeunes étudiantes nous invitent à ce voyage olfactif. C'est dans la plus prestigieuse des écoles de parfumerie au monde que Julie et Aurélie apprennent à inventer cette odeur du futur. Notre projet challenge de cette année, c'est effectivement de reconstituer une planète du système solaire, la planète de notre choix. Moi, je travaille sur la planète Mars, donc j'ai vraiment voulu la représenter plus dans l'imaginaire des gens que ce qu'elle est en réalité. Donc vraiment comme une planète rouge, très chaude, extrêmement brûlante, terreuse. Dans cet univers-là. Sélectionner des dizaines de molécules, définir les bonnes proportions pour harmoniser la sensation, puis recommencer pour trouver l'accord parfait. La difficulté, c'est de pouvoir faire un accord qui corresponde le plus possible à notre imaginaire. Me concernant, j'ai voulu partir sur une dualité, parce que la planète Mars a un pôle très chaud, très enveloppant, et à contrario, on va trouver quelque chose de très froid. Inlassablement, les 2 jeunes femmes puisent leur inspiration dans leur mémoire de plus de 350 odeurs. Là, il faut redoser les notes vertes et enlever l'éthylmaltol. Et donc ça, vous en êtes tout prêt. Pour enrichir leur imaginaire, Julie et Aurélie se rendent à l'Osmothèque. Ce musée des parfums unique au monde recèle entre ses murs les trésors du passé. Les plus belles créations des maîtres d'hier sont conservées précieusement dans d'immenses frigos. Sur ces étagères reposent les milliers de flacons qui ont enchanté les narines de générations d'hommes et de femmes.
Donc là, on a donc dans la collection cette petite curiosité qui est l'eau de Cologne de Napoléon à Sainte-Hélène. Quand on sent cette Cologne, on peut imaginer que Napoléon, quand il était en exil à Sainte-Hélène, ben voilà, se parfumait avec ce parfum-là. On a toujours eu une vision sur l'histoire, des reconstitutions d'images, mais de pouvoir sentir et imaginer l'odeur qu'il y avait à l'époque, de pouvoir imaginer Napoléon qui mettait un flacon entier dans son bain, donc imaginer la chaleur, la vapeur avec les odeurs d'agrumes, ça permet d'essayer de s'imprégner du moment et d'avoir vraiment... Ça plonge vraiment là-dedans, en fait. C'est comme quand vous associez un parfum à quelqu'un. Parce que c'est son parfum, c'est son univers, c'est son atmosphère à elle. Et c'est ça qui est incroyable. En s'inspirant du passé, Julie et Aurélie augmentent leur bibliothèque d'odeurs. Elles affinent et aiguisent leur odorat. Ainsi, elles développent leur créativité et stimulent leur imagination pour inventer le parfum de la planète rouge. Moi, je l'imagine très brûlante, fumante, avec plein de notes épicées, quelque chose d'ultra terreux, très très sec, aride. Mais il me manque mon côté rouge, qui n'est pas facile à amener parce que j'ai pas envie de mettre une note, par exemple fruits rouges, parce que ça détonne avec l'espace, la planète Mars, ça fait tout de suite très terrien. Pourtant, imaginer une odeur de fruits sur d'autres planètes n'est pas si surprenant. Des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne ont analysé les nuages de gaz au centre de notre galaxie. Peut-être faudra-t-il changer dans le futur le nom de notre Voie lactée, car en son cœur règne un goût de framboise et une odeur de rhum. Les odeurs sont des signatures de certaines molécules. La particularité de l'odorat est de les détecter, de les sentir. C'est en reprenant ce même principe que des scientifiques inventent des instruments pour en apprendre davantage sur l'origine de notre Terre et de la vie. Hervé Cotin est astrochimiste. Il flaire les molécules dans notre système solaire. Il a analysé les résultats de la sonde spatiale Rosetta, partie à la rencontre de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. L'idée de la mission Rosetta, c'était d'emmener un laboratoire sur une comète. Et un laboratoire, en fait, c'est un ensemble d'instruments qui vont regarder la comète, qui vont toucher la comète et qui vont, même pour certains instruments, sentir l'odeur de la comète. Pendant 10 ans, Rosetta a voyagé pour se mettre dans la même orbite que ce corps astral. Rosetta s'est alors approchée jusqu'à la frôler pour récolter les poussières qui s'en échappent. Les comètes sont des objets assez extraordinaires parce qu'ils sont formés en même temps que les planètes, il y a 4,5 milliards d'années, au tout début du système solaire. Mais du fait de leur petite taille, elles n'ont quasiment pas chauffé, elles n'ont quasiment pas évolué depuis la formation du système solaire. En fait, ce sont les archives du système solaire et gardent la mémoire de tous les ingrédients chimiques qui étaient disponibles dans le système solaire au moment de sa formation. Grâce au nez de Rosetta, Hervé Cotin est donc capable de nous renseigner sur les molécules présentes à la naissance des premières formes de vie sur notre Terre. Avec Rosetta, on a détecté une molécule qui s'appelle la glycine. Alors la glycine, pour beaucoup de monde, ça évoque les fleurs. Mais en fait, pour un chimiste comme moi et un chimiste qui s'intéresse aux origines de la vie, la glycine, c'est l'un des constituants des protéines. Tous les organismes vivants contiennent des protéines vie. Donc connaître la composition chimique des comètes, c'est un peu comme connaître les ingrédients de la recette de la vie. Les molécules qui constituent la comète Chury ont donc l'odeur de l'origine de notre système solaire, celle qui régnait au moment de la naissance de notre planète. Si on essaye d'imaginer l'odeur de la comète, alors ça serait quelque chose qui ne serait pas forcément très agréable. Par exemple, on a détecté H2S, de l'hydrogène sulfuré, qui est quelque chose qui est plutôt évocateur de l'odeur de pourri. On a détecté une molécule qui s'appelle l'acide cyanhydrique, qui est un poison très violent. Si vous reniflez de l'acide cyanhydrique, vous allez sentir, avant de mourir, si vous en respirez trop longtemps, une odeur d'amande amère. Les chercheurs fabriquent aujourd'hui de nouvelles sondes spatiales encore plus précises, capables de nous renseigner sur la possibilité de vie sur d'autres planètes.
astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont les premiers à avoir expérimenté l'odeur de l'espace le 19 juillet 1969. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Après 2h13 de découverte du sol lunaire, après avoir collecté 21,5 kg de roches, ils remontent dans leur vaisseau. Avant leur voyage, des scientifiques les avaient avertis qu'en présence d'oxygène, ces roches lunaires pouvaient entrer en combustion. Sans enlever leur casque, les deux astronautes repressurisent l'habitacle tout en surveillant leur précieuse cargaison, prêts à la jeter par-dessus bord si une flamme apparaît. Tout va bien, rien ne se passe, ils peuvent continuer leur mission. Les deux astronautes enlèvent alors leur casque pour essayer de dormir un peu. Ils réalisent alors que ces roches ont une odeur. À son arrivée sur Terre, Neil Armstrong dira que la Lune a une odeur de cendre humide. Et Buzz Aldrin écrira dans ses mémoires « La Lune a une odeur âcre et métallique, comme celle de la poudre à canon ». Votre odorat attise votre curiosité, car il vous fait sentir l'invisible. Demain, il aidera vos enfants à apprendre, à être mieux soignés, à partager avec les autres, à être des personnes en connexion avec leur présent, ou à vivre en pionniers sur des planètes éloignées. Si la science ne sait pas encore le réparer, des chercheurs continuent à explorer ses pouvoirs. C'est certain, le futur sera olfactif. Et si en un mot, il fallait le définir? En un mot? En un mot? Pour moi, c'est de l'espoir. Ce sera l'immortalité. Sincérité et émotion. Il y en a deux. Capsule? Un moyen de transporter des odeurs et de les emmener avec nous. L'odorat du futur, pour un instrument spatial, ça serait la très haute résolution. Je serais presque tenté de le définir avec un seul mot qui serait éducation. Je ne crois pas pouvoir vivre ça.